Bonjour et bienvenue pour ce nouveau débat de Vivre, le magazine de la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, nous allons aborder avec nos invités un thème qui va mettre en évidence deux acteurs essentiels du système de santé en général et de la prévention et de la prise en charge des cancers en particulier. Les agences régionales de santé, dont tout le monde a entendu parler, mais dont on ne connaît pas toujours forcément le rôle exact, et une institution tout aussi essentielle, l'Institut de veille sanitaire, qui va se transformer dans quelques semaines, au mois d'avril, en Agence française de santé publique. Alors, pour représenter ces deux organismes, tout d'abord François Bourdillon, qui est le directeur général de l'Institut de veille sanitaire, qu'on appelle aussi en abrégé INVS. Bonjour. Vous avez été le préfigurateur, et vous êtes toujours, puisque ça aura lieu en avril, le préfigurateur de la future Agence nationale de santé publique. François Bourdillon, vous avez également été le chef de pôle à l'assistance publique hôpitaux de Paris en matière de santé publique à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière Charles-Foix. Pour représenter les ARS, tout naturellement, un directeur d'ARS qui a le grand mérite de présenter un profil très varié. Vous êtes, et qui a beaucoup connu l'action de terrain, Christian Meurin, donc, qui est aujourd'hui le directeur général de l'Agence régionale de santé de Guyane. Vous avez été auparavant le directeur général adjoint et ce qu'on appelait à l'époque le DRAS et le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé de la Réunion, qu'on appelle l'Agence régionale Océan Indien. Puisqu'il y a Mayotte aussi. Ça inclut aussi Mayotte. Et auparavant, dans une carrière déjà bien remplie, vous avez travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ça tout le monde connaît avec les fameux enfants de la DAS, et vous avez notamment travaillé ou dirigé les DAS du Nord, de la Marne et du Finistère. Voilà pour la présentation de nos invités. Je vous propose de commencer peut-être pour chacun de vous par une petite explication simple, rapide, on aura l'occasion d'y revenir, sur le rôle de vos organismes respectifs globalement en matière de santé publique, et puis dans un deuxième temps, peut-être en expliquant plus spécialement ce que votre organisme fait en matière de prévention et de prise en charge des cancers. Je propose qu'on commence par l'Institut de veille sanitaire. Quel est son rôle, quelles sont ses missions de portée générale et que fait-il en matière de prévention et prise en charge des cancers ? Très bien. Donc, l'Institut de veille sanitaire, c'est une agence sanitaire, c'est même une agence de sécurité sanitaire, dont le métier est de faire de la veille, c'est-à-dire de regarder tout ce qui peut se passer sur le territoire en matière de santé, qui est de faire de la surveillance, et c'est-à-dire d'essayer de mesurer l'importance des maladies et donc du cancer sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des régions, de regarder le nombre de nouveaux cas annuels, le nombre de cas qui sont pris en charge, et pour le cancer, on pourrait presque dire d'analyser les taux de survie à 5 ans, 10 ans et 15 ans. Donc c'est un travail d'épidémiologie qui est mené sur l'ensemble du territoire et qui doit permettre, à travers les informations que nous fournissons, au ministre de la Santé ou au ministère de la Santé de mettre en place des politiques publiques de santé publique. C'est-à-dire, pour que les auditeurs comprennent bien, les travaux que vous menez ont servi, par exemple, j'imagine, à l'élaboration des différents plans cancer, à la définition des mesures, enfin on s'est appuyé sur eux pour définir des priorités, des axes, etc. Bien entendu, on est capable de classer les cancers par fréquence, on est capable de les classer par gravité. On est capable de dire si la fréquence de ces cancers est la même d'une région à une autre. On est capable de dire quels sont ceux qui évoluent plutôt favorablement en fonction des politiques de dépistage et en fonction des qualités de prise en charge. Et ainsi sont nés les plans cancer. Et le premier, c'était au début des années 2000.
Merci. Pour ce qui est maintenant des ARS, donc les agences régionales de santé, qui sont de création relativement récente, est-ce que vous pouvez nous expliquer également quelles sont leurs missions générales et puis leurs actions en matière de prévention et de prise en charge des cancers? Alors, depuis 2010, les ARS, les agences régionales de santé, mettent en œuvre la politique de santé en région. Et dans l'acceptation la plus large, c'est-à-dire des politiques de prévention, de promotion de la santé, d'éducation, mais aussi de soins curatifs, au sens hospitalier, médecine de ville, mais aussi prise en charge médico-sociale, personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées, et la surveillance de la santé dans l'environnement, avec notamment des mesures de prévention. Ça consiste plus précisément à planifier l'offre de soins et médico-sociale pour l'adapter aux besoins et définir un projet régional de santé dans chaque région qui est concerté avec tous les acteurs, pas seulement les professionnels de santé. Il y a un système de démocratie sanitaire qui existe et qui nous permet d'élaborer un projet qui corresponde aux besoins de la population. Alors, les agences régionales de santé ont vu leur rôle s'accroître fortement dans ces dernières années, notamment depuis qu'elles ont succédé à une ancienne structure qui s'appelait l'Agence régionale de l'hospitalisation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un directeur général d'ARS, comme vous l'êtes, c'est vraiment le patron du sanitaire et du médico-social dans un département, sans vexer les préfets? Oui, on peut le dire, mais nous ne sommes pas les seuls acteurs. Nous travaillons avec les caisses d'assurance maladie. Et puis il y a les opérateurs de santé eux-mêmes qui sont des partenaires, les établissements, les représentants des professions libérales. Donc c'est un ensemble partenarial qui nous permet de mettre en œuvre cette politique de santé. Je précise aussi qu'auparavant, ces fonctions étaient dispersées. Il y avait, vous l'avez dit, l'Agence régionale d'hospitalisation qui suivait le champ hospitalier. Le secteur médico-social continue d'être suivi par les préfets. La prévention dans un autre système juridique. L'avantage aujourd'hui, c'est de donner plus d'efficacité, plus de cohérence et de définir mieux les priorités à chaque territoire. Alors, ce souci de cohérence et derrière, j'imagine, d'efficacité, on le retrouve également dans le projet dont vous avez été le préfigurateur, qui consiste donc à créer à partir du mois d'avril, donc dans quelques semaines, la future Agence nationale de santé publique, puisqu'elle va regrouper en fait plusieurs structures aujourd'hui dispersées, mais dont les missions présentent des synergies et des intérêts communs en termes d'efficacité. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot de cette future agence, de ce qu'elle va apporter et des structures qu'elle regroupe et de leur rôle actuel? Effectivement, la ministre de la Santé a souhaité regrouper plusieurs agences sanitaires pour faire une grande agence nationale de santé publique qui intégrera les métiers de l'épidémiologie que je viens de décrire, mais aussi les métiers de la prévention et de la promotion de la santé, qui sont aujourd'hui assurés par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, et un troisième organisme qui est moins connu, mais qui est un organisme très important, qui s'appelle l'Établissement de préparation et de réserve aux urgences sanitaires, qui est capable de mobiliser dans les 24 heures des réservistes sanitaires, des civils et non pas des militaires, pour pouvoir intervenir sur l'ensemble du territoire ou à l'étranger en cas de situation sanitaire exceptionnelle. Alors, en matière de cancer, ce regroupement, si je vous comprends bien, il va avoir l'intérêt de regrouper dans une seule structure à la fois la fonction d'épidémiologie, donc c'est le repérage, le suivi, l'étude en termes épidémiologiques des maladies, donc, dont le cancer, qui est un de vos gros chantiers, et en même temps, vous aurez le volet information, je pense notamment aux campagnes de prévention contre le tabac, aux campagnes de prévention sur l'alcool, etc., qui sont autant de facteurs de risque connus et importants pour les cancers. Absolument. Donc, l'Institut de prévention et d'éducation pour la santé a dans son portefeuille la lutte contre le tabagisme. Et donc, elle organise les campagnes que tout un chacun peut voir à la radio et à la télévision. Et elle porte une marque très connue qui s'appelle Tabac Info Service et qui est un site internet et une application mobile d'aide au sevrage, un e-coaching, et qui est le fameux 3989 lorsqu'on souhaite avoir un accompagnement téléphonique sur le tabac. Et on le fait sur le tabac, on le fait sur l'alcool, qui, je vous le rappelle aussi, est cancérogène et au premier verre, et on le fait aussi sur la nutrition
de manière à faire en sorte qu'on réduise les risques liés à l'alimentation en matière de cancérologie. Donc une activité de prévention qui vient s'emboîter dans l'activité d'épidémiologie des cancers. D'accord. Alors juste, parce que tout le monde a ça en mémoire, pour rappeler ce qu'est le rôle de l'INPES en matière de campagne de prévention, on rappellera, c'était bien avant votre arrivée, que l'INPES, c'est notamment le fameux, que tout le monde connaît toujours, un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Hein, c'est un exemple de campagne que tout le monde a forcément en tête. Pour ce qui concerne l'ARS, donc vos missions sont évidemment différentes. Aujourd'hui, dans la région qui est la vôtre, donc la Guyane, quelles sont les grandes problématiques de santé publique auxquelles vous êtes confrontés, que vous prenez en charge? Et puis, quelle place occupe, sachant que vous avez une population jeune, et même très jeune par rapport à la moyenne nationale, quelle est la place qu'occupe aujourd'hui le cancer dans le projet régional de santé ou dans les autres actions que vous mettez en œuvre? Il y a de multiples problématiques de santé. On a des indicateurs sanitaires qui nous rapprochent des pays les plus développés, liés à l'alimentation, avec le diabète qui est très présent en Guyane. À l'inverse, on a aussi des pathologies qui sont liées au climat tropical, à l'exposition au risque, avec les maladies à transmission vectorielle, avec parfois des épidémies d'hépatite liées à la qualité de l'eau, parce qu'on a 15% de la population qui n'est pas reliée à un réseau d'eau potable. Donc les infrastructures d'hygiène publique sont assez déficitaires, et ce qui explique certains problèmes de santé publique. Ça, c'est un peu ce sont les problématiques de santé générale. Oui. Est-ce qu'en matière de cancer, alors en parlant à la fois peut-être de la Guyane et puis de la Réunion où vous occupiez des fonctions voisines. Alors, nous finançons et nous organisons les campagnes de dépistage, comme partout en France, avec des opérateurs essentiellement associatifs, un réseau oncologie, Onco-Guyane, qui anime l'ensemble des acteurs libéraux hospitaliers. Et puis, nous mettons en œuvre, autant qu'on peut le faire dans un territoire enclavé de 250 000 habitants, les filières de soins les mieux organisées, puisque la prise en charge du cancer nécessite le recours à la chirurgie, à la radiothérapie, à la chimiothérapie, et nous n'avons pas une échelle suffisante de population et de professionnels de santé pour organiser l'ensemble de ces filières. Donc il y a un travail de collaboration pour favoriser un accès aux soins égal pour tous, avec les Antilles et avec des établissements de métropole. D'accord. Alors, si je vous ai bien entendu et si j'ai bien compris les explications que vous avez données, on a d'un côté donc l'Institut de veille sanitaire et la future Agence nationale santé publique qui est centrée, au moins pour la dimension épidémiologique, donc sur le recueil et l'exploitation de données. On a en face, enfin à côté on va dire, plutôt qu'en face, les agences régionales de santé qui, elles, sont plutôt orientées sur la définition, la mise en œuvre de programmes et d'actions de santé publique. Comment ces deux institutions se rencontrent-elles? C'est-à-dire comment ce que vous faites à l'INVS peut alimenter les travaux des ARS et comment les ARS peuvent être utiles au travail de l'Institut de veille sanitaire, en commençant peut-être par François Bourdillon pour l'INVS. Alors, de plusieurs manières, parce que c'est un maillon crucial, l'articulation entre les agences régionales de santé, le ministère de la Santé et l'Institut de veille sanitaire. D'abord, de fournir des données de cadrage qui sont importantes. Je prends cancer du sein sur l'étude qui a été annoncée il y a maintenant 15 jours, sur les données de survie à 5 ans pour 53 cancers. Hein. C'est quand même des données extrêmement importantes. On est capable de dire aujourd'hui que le cancer du sein, que le cancer de la prostate, la thyroïde, du testicule sont des cancers qui guérissent. Et on a des taux de survie excellents, ce qui montre à la fois la qualité de notre système de soins. Et je crois que c'est très important qu'à la fois le grand public et à la fois les agences régionales de santé connaissent ces données parce qu'elles sont extrêmement importantes. Alors bien sûr, on donne aussi des données d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas qui surviennent. Et autant que faire se peut, on essaie de décliner l'ensemble de ces données au plan régional, de manière à ce que les agences régionales de santé soient en mesure de définir leur projet régional de santé et donc de définir leurs priorités. Après, c'est à l'agence régionale de santé de s'organiser pour la prise en charge.
Et pour ce qui concerne maintenant les ARS, comment est-ce que vous exploitez toutes ces données que l'INVS met à votre disposition, qui sont d'ailleurs disponibles en ligne sur le site de l'Institut, donc auquel chacun peut accéder? En quoi servent-elles à alimenter à la fois votre réflexion stratégique et puis les actions de santé publique que vous mettez en œuvre? Au quotidien pour l'action, par exemple pour le dépistage, nous savons pour quel type de cancer il y a une surreprésentation. Alors, la Guyane, c'est le cancer du col qui est plus important que dans d'autres régions. Cela nous permet de négocier chaque année avec l'association, c'est la GEDOC en Guyane qui organise ces campagnes de dépistage, la meilleure couverture des publics qui y sont exposés. Donc en améliorant la couverture et le recours au dépistage. Et en recherchant quels sont les obstacles par territoire, par type de population, pour cibler des campagnes de communication, pour sensibiliser les professionnels de santé en contact avec ces populations, pour améliorer l'efficacité du dépistage. C'est un aspect de la politique de santé. Alors pour bien faire comprendre comment fonctionne cette synergie entre l'organisme qui assure la veille et les études épidémiologiques et vous qui êtes plus dans l'action, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples, par exemple, de décisions qui ont été prises sur les politiques de santé publique en Guyane, qui s'inspirent très directement des données et des études que l'INVS met à votre disposition? Je vais citer, alors c'est peut-être pas en lien directement avec le cancer, mais l'exposition au mercure en Guyane, c'est un problème de santé publique qui a été mis en lumière il y a déjà une vingtaine d'années, lié en partie à l'exploitation de l'or, en particulier illégale, avec la dispersion de mercure dans l'environnement, mais il y a aussi la géologie du sol qui explique la dispersion du mercure. On a pu mesurer l'intoxication moyenne qui est supérieure en Guyane à d'autres régions. Nous avons mis en œuvre des recherches sur l'origine de cette intoxication. Elle était liée à l'alimentation et en particulier pour certains poissons. Et concrètement, les actions qui ont été mises en œuvre, c'était d'éviter la consommation des poissons qui concentraient le plus ce métal toxique, de suivre les femmes enceintes, les jeunes enfants avec des prélèvements de cheveux pour mesurer la concentration du mercure, avec une action d'information, des posters sur les bonnes variétés de poissons et celles qu'il fallait éviter, qui concentraient le plus de mercure, avec un suivi dans le temps, une action un peu systémique auprès de l'ensemble de la famille pour progressivement changer le mode alimentaire et mesurer la diminution de l'intoxication. C'est un exemple. D'accord. Je peux Bien sûr. compléter, parce que en fait, il y a deux types de demandes qui sont très régulièrement adressées à l'Institut de veille sanitaire. La première, c'est l'apparition de plusieurs cas de cancer un peu inhabituels. Et donc à ce moment-là, le directeur général de l'ARS nous appelle, nous saisit en demandant, tiens, dans telle école, dans tel établissement où finalement il y avait à l'époque certains toxiques, il y a plus de cas de cancer, est-ce que vous ne pouvez pas faire une investigation épidémiologique? Bon là, on a des épidémiologistes de l'Institut de veille sanitaire, qui sont d'ailleurs dans les locaux des ARS, qu'on a des équipes dans chacune des ARS, vont faire ce travail d'investigation, presque un travail d'investigation policière, avec les outils biostatistiques qui nous permettent d'essayer de comprendre si on est dans une variation habituelle et un peu surprenante de cancer, ou si ce cancer ou ces cancers qui apparaissent peuvent être reliés à une exposition ancienne ou une exposition en cours. C'est une première forme d'intervention. Il y a une deuxième forme d'intervention qui est assez fréquente, c'est celle de sols pollués. Donc vous savez que pour des raisons industrielles ou pour des raisons minières, il y a en France toute une série de sols pollués qui peuvent contenir de l'arsenic, qui peuvent contenir du plomb, qui peuvent contenir du cadmium pour prendre des produits cancérigènes. Et à ce moment-là, on est en capacité de faire des études d'imprégnation pour les populations qui vivent sur place pour dire quelle est la part d'imprégnation de ces toxiques sur la population et quels pourraient être les dangers demain sur leur santé. Et bien entendu, ceci peut déclencher de la part du directeur général de l'ARS
une étude de dépistage qu'on est d'ailleurs en capacité de faire, et s'il y a des taux très élevés dans la population, de les orienter vers le système de soins. Voilà 2 exemples d'articulation très proche entre des équipes d'épidémiologie de l'Institut de veille sanitaire et des agences régionales de santé. Alors vous venez d'évoquer dans votre intervention, qui effectivement permet de mieux comprendre l'interaction entre vos 2 organismes, vous venez d'évoquer une structure dont il faut qu'on dise quand même un mot parce qu'elle est très importante et qu'elle est partagée, là pour le coup réellement, entre les ARS et l'Institut de veille sanitaire. C'est ce qu'on appelle les CIR. Alors les CIR, ça veut dire cellules interrégionales d'épidémiologie. Qu'est-ce que c'est que ces structures? À quoi servent-elles? Où se trouvent-elles? Et comment fonctionnent-elles? Alors, là aussi, un peu de façon générale, et peut-être spécifiquement si elles mènent des travaux tournant autour du thème du cancer. Bien sûr, alors c'est des cellules, c'est des groupes d'épidémiologistes qui appartiennent donc à l'Institut de veille sanitaire et qui sont hébergés dans les agences régionales de santé avec un lien fonctionnel très fort et qui finalement représente au sein d'une ARS la professionnalisation d'un métier qui est celui de l'épidémiologie. Parce que l'épidémiologie, ça s'apprend, c'est plusieurs années pour pouvoir mener des enquêtes solides et ainsi on a sur l'ensemble du territoire une capacité d'investigation, une capacité d'analyse du signal, une capacité d'alerte, une capacité de surveillance qui permet à l'Institut de veille sanitaire d'avoir un système régional de surveillance et un système national de surveillance qui permet d'informer à l'échelon ministériel des dangers qui peuvent survenir. On a du travail à chaud. Je disais l'apparition de cancer, il faut faire des investigations. On a aussi du travail à froid. Et dans le travail à froid, on peut peut-être dire tout ce qui est fait en matière de santé de travail et la construction qui est très borderline de la recherche, qui est de dire est-ce qu'on a des matrices emploi-exposition? Est-ce qu'en l'occurrence, lorsqu'on suit des travailleurs qui ont été exposés, est-ce qu'on peut finalement déterminer le risque potentiel pour ces populations-là? Et c'est extrêmement important parce que ça permet de pouvoir suivre ces populations. Et on pourrait presque dire la même chose pour ce qui est de l'environnement, où on essaye de créer aujourd'hui des matrices culture, au sens de la culture agronomique, exposition, et je pense en particulier aux pesticides, qui aujourd'hui, dont on sait aujourd'hui qu'ils donnent du Parkinson chez ceux qui les ont utilisés. Et donc c'est ce travail d'investigation qui nous permet de relier finalement une exposition en milieu de travail ou en milieu environnemental et avec l'apparition de cancer demain. Donc c'est un travail extrêmement important. Alors, vous bénéficiez en Guyane des services donc, de la CIR, cellule interrégionale d'épidémiologie Antilles-Guyane, puisqu'elle est commune aux 3 départements français d'Amérique centrale. Comment est-ce que vous faites appel à ces services? Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Et avez-vous déjà eu l'occasion de l'utiliser pour des sujets tels que ceux que vient d'évoquer François Bourdillon? Oui, absolument. Les travaux sont quotidiens, les liaisons sont extrêmement fréquentes et intenses. On a l'actualité du moment, la surveillance et l'apparition des épidémies, en particulier dans nos zones avec les transmissions de maladies vectorielles. Alors le Zika. Le Zika actuellement, il y avait le chikungunya aussi. La dengue. Donc il y a l'équipe de la CIR dont une partie est détachée en Guyane de manière permanente, surveille le nombre de cas, ce qui nous permet d'intervenir dès l'instant où les premiers cas ont été repérés. C'était le cas pour le chikungunya, puisque le virus n'avait jamais circulé sur le continent américain par les Caraïbes. Les premiers cas importés, mettre en place une action de prévention ciblée autour des personnes touchées pour retarder, autant que faire se peut, l'épidémie et en limiter l'impact sanitaire. Les liaisons sont quotidiennes. Les épidémiologistes de la CIR participent à la cellule de gestion pour adapter les moyens d'action à l'évolution de l'épidémie. Sur le plus long terme, un autre exemple concret, on a actuellement une étude sur les risques d'intoxication par le plomb. L'équipe de la CIR a été renforcée par une personne
c'est un travail sur plus d'1 an, à partir d'un échantillon représentatif d'enfants en Guyane qui fréquentent le système de soins pour mesurer l'intoxication par le plomb, la CIR avait repéré une surreprésentation du nombre d'intoxications par le plomb. Il faut en trouver et objectiver l'origine de cette exposition pour adapter nos politiques, non seulement à la prise en charge de ces intoxications, mais prévenir ces intoxications. Voilà 2 exemples. Les collaborations sont très fréquentes. D'accord. Je peux presque donner un dernier exemple, c'est celui de l'évaluation du dépistage, que ça fait partie des missions de l'INVS. Donc, comme l'a dit M. Meurin, le dépistage est organisé sous le pilotage de l'ARS et sous-traité à un centre de gestion. Nous regardons à l'échelon national et à l'échelon régional la qualité de ce dépistage et la fréquence de ce dépistage, de manière à pouvoir témoigner si on est dans les normes attendues ou si on est en sous-représentation, de manière à ce qu'à travers l'évaluation qui est donnée, permettre une augmentation des campagnes, faire de la publicité pour ces campagnes et faire en sorte que la population adhère in fine aux campagnes de dépistage. D'accord. Alors, toujours pour illustrer un petit peu le rôle, là en l'occurrence de l'INVS, vous avez publié en mai dernier un numéro spécial de ce qui est un petit peu votre publication phare, hein, qui s'appelle le BEH pour Bulletin épidémiologique hebdomadaire, dans lequel vous restituez toutes les grandes études menées par l'Institut. Et ce numéro, qui est sorti à l'occasion de la Journée mondiale du cancer, était consacré précisément à différents articles tournant autour de la question du cancer. J'invite d'ailleurs vivement tous ceux qui s'intéressent à ces questions à télécharger ce numéro qui, là aussi, est disponible sans difficulté sur le site de l'Institut. Ce n'est pas une lecture facile toujours, mais c'est accessible à tous ceux qui s'intéressent à ces questions. Et dans ce numéro spécial, vous évoquiez notamment des résultats d'études sur l'efficacité des paquets de cigarettes neutres qui viennent d'être votés d'extrême justesse par l'Assemblée dans le cadre de la loi rénovant notre système de santé. Et vous avez également publié, un peu c'est l'alternative, une étude également sur l'usage de la cigarette électronique. Qu'est-ce qu'on peut brièvement retenir de ces études sur ce sujet d'actualité qui montre bien l'intérêt de vos travaux? Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'ai montré l'épidémiologie au sens où on compte les maladies et leur survenue, mais on fait aussi une épidémiologie des comportements, voire une épidémiologie des perceptions, parce que c'est extrêmement important de savoir quelle est la perception des personnes. S'agissant du paquet neutre, donc vous savez, c'est le paquet qui aura pu le logo des marques de cigarettes et qui sera donc générique pour l'ensemble des marques. Ça a été voté dans la récente loi de modernisation du système de santé. On s'est intéressé de comparer sur 2 échantillons différents le paquet tel qu'il est aujourd'hui et le paquet neutre tel qu'il sera demain à partir du mois de mai prochain sur l'ensemble. On a regardé les perceptions ressenties des personnes et on a regardé par ailleurs si ça leur donnait plus envie ou moins envie de fumer. Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'un paquet neutre, pas très attrayant pour dire, ne donne pas très envie de fumer, et puisque tous les messages sanitaires persistent, et les images chocs persistent, et donnent plutôt non envie de fumer. Et donc c'est la cible recherchée. Le paquet neutre, bien sûr, ça va dans un ensemble de la politique cohérente. S'agissant de la cigarette électronique, l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à 2 questions. Première question, c'est est-ce que les fumeurs qui utilisent la cigarette électronique arrêtent de fumer? Une question simple.